Notre invité ce matin, Amir Reza Tofighi. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, beaucoup vont me dire, mais qui est cet homme ? Je dis ça parce que vous n'êtes pas encore très connu. Qui est cet homme ? Eh bien, cet homme est président de la CPME. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est considérablement important dans ce pays. Vous savez que sur Sud Radio, nous avons toujours défendu, j'ai toujours défendu moi-même, les PME. Vous représentez 240 000 entreprises, hein, c'est bien cela. Amir, ça veut dire éternel en persan. Je me suis pas trompé, non ? C'est éternel ou pas ? En fait, ça veut dire prince. Ça veut dire prince ? Ouais. Prince, c'est éternel, prince. Mais un prince est sûrement éternel, en effet. Oui, un prince est sûrement éternel. J'avais vu en effet que c'était écrit éternel dans un journal. Oui. Alors, vous êtes président de la CPME. Votre parcours, et on va beaucoup parler des problématiques des petites et moyennes entreprises dans ce pays, la concurrence internationale, le budget, tout ce qu'on impose aux PME, de plus en plus souvent, et beaucoup trop, malheureusement. Et nous allons parler de tout cela, mais je voudrais commencer un peu par votre parcours, parce que votre famille a quitté l'Iran clandestinement pour s'installer en France. Vos parents ont fui d'abord le régime du Shah et puis ensuite le régime des mollahs. C'est bien cela, hein ? Là, je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Et vous vous êtes retrouvés... Ils n'ont pas fui le régime du Shah, ils étaient contre le régime du Shah, mais du coup, ils étaient en prison à l'époque. Ils étaient en prison à l'époque, et ensuite, il y a eu les mollahs, et là, ils sont partis clandestinement. Exactement. Et pour s'installer dans l'Essonne. À Grigny. Exactement. À Grigny, dans l'Essonne. Là, vous avez vécu dans un petit appartement, vous étiez nombreux, vous avez fait vos études, vous avez réussi, vous-même professionnellement, vous avez terminé à HEC, et puis vous êtes devenu entrepreneur. En fait, vous avez toujours voulu être entrepreneur, quoi, si j'ai bien compris. Exactement. Ouais, depuis votre plus jeune âge. Bon, et vous avez réussi dans l'entreprise puisque vous présidez Vitalliance. Vitalliance, c'est une entreprise qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 8500 salariés, 150 agences. C'est le service à la personne. C'est de l'aide à domicile pour les personnes dépendantes, exactement. Voilà, exactement, de l'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Vous êtes aussi actionnaire de Hitch. Ouais, j'ai cofondé Hitch. Vous avez cofondé même, oui. Avec des amis de l'école. Ouais. Ouais, voilà, Hitch, qui est application pour VTC. Bon, je vais arrêter là ce petit portrait. Pourquoi je l'ai fait ? Pour bien montrer que l'on peut réussir d'abord, quand on part finalement de pas beaucoup, si ce n'est d'une éducation et d'une volonté parentale et d'une volonté personnelle, on peut réussir. Vous avez réussi et vous êtes devenu président de la CPME. Pourquoi avoir voulu représenter les petites et moyennes entreprises ? Alors, moi j'ai toujours voulu être entrepreneur, vous l'avez dit. Pourquoi j'ai toujours voulu être entrepreneur ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je considère qu'on a un impact sur la vie des gens et on a un impact sur notre pays. Et c'est aussi le rôle de l'entrepreneur, à chaque fois. Et donc j'ai été entrepreneur très jeune, et j'ai été engagé très jeune aussi, puisque j'ai été président de la Fédération des services à la personne. Oui. Parce que je voulais aussi avoir un impact sur mon secteur, je voulais aussi contribuer à accompagner les entrepreneurs. Et donc la CPME, c'est un peu la continuité de cet engagement. Moi j'ai intégré le COMEX de la CPME, donc le comité exécutif de la CPME fin 2019, et donc j'ai fait 5 ans au sein de ce comité exécutif, et donc j'ai toujours voulu m'engager pour l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi une forme d'engagement pour son pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais souhaité me présenter pour la présidence de la CPME et que j'ai été élu. Et vous avez été élu, largement et bien élu. Amir Reza Tofighi, bien élu. Vous représentez les entreprises et vous les défendez, les PME, parce que vous êtes là pour les défendre. Alors, un mot quand même avant. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup d'Elon Musk depuis maintenant quelques semaines. Est-ce que vous l'admirez ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, mais alors, pas du tout, pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de respect pour l'entrepreneur qu'il est, beaucoup moins pour ce qu'il fait en tant qu'homme politique, puisqu'aujourd'hui il est devenu homme politique. Je sais très bien de quoi vous faites allusion, et vous me donnez l'occasion justement de revenir sur les propos qui me sont attribués. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'aujourd'hui en France on a un problème de dépenses publiques, on a un problème de déficit, et que si on veut sauver notre modèle social, il faut s'attaquer à ce déficit. Et donc, il faut s'attaquer à la dépense publique. Pas pour réduire notre modèle social, pas pour réduire notre protection sociale, mais pour l'améliorer, pour mettre de l'efficacité. Et donc, j'ai proposé que des entrepreneurs
puisse prendre la tête d'une commission qui sera en charge de réduire la dépense publique, mais tout en ayant dans le cahier des charges le fait de garder notre service public et de l'améliorer même. Et donc j'avais bien dit, attention, je n'adhère ni aux idées, ni aux valeurs d'Elon Musk, et ni à sa façon de faire. Mais s'il y a bien une chose qui est positive, c'est d'avoir eu l'idée de mettre un entrepreneur, donc je parle aux États-Unis, un entrepreneur à la tête de cette commission. Malheureusement, ils n'ont pas forcément choisi celui... Chose, et mettre à la tête d'une, je sais pas, limiter la dépense publique, mettre à la tête de cette commission un entrepreneur. Oui, parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que on n'arrive pas à prendre les décisions nécessaires. On n'arrive pas aujourd'hui à réduire ses dépenses publiques. Et on a un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais dépensé autant. Et en même temps, la qualité du service public qui est perçu par les citoyens est au plus bas niveau. Ça ne veut pas dire que le service public est mauvais, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre ce que les citoyens attendent et la réalité du service public. Alors qu'on n'a jamais dépensé autant et alors qu'on n'a jamais prélevé autant. On a le premier taux de prélèvement obligatoire. Ça veut dire que le taux d'imposition sur les entreprises et les citoyens est le plus élevé du monde. Et pourtant, le service public aujourd'hui ne répond pas aux attentes des citoyens. Que proposez-vous ? Ben justement, donc, moi je propose qu'on puisse, nous, entrepreneurs, agir et donc faire ce qu'on fait tous les jours dans nos entreprises. Qu'est-ce qu'on fait dans nos entreprises, concrètement ? Eh ben, on a une organisation, on l'améliore, on fait de l'amélioration continue, on la rend plus productive, et derrière, on garde le même niveau de service. Il faut quoi ? Il faut rendre le service public plus productif, quoi. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, en 20 ans, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 20%, alors que la population a augmenté de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a pensé que pour améliorer le service public, il fallait juste recruter des fonctionnaires. Comme si finalement, la qualité du service public était strictement proportionnelle au nombre de fonctionnaires. Et ben moi, je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que la conséquence de ça, c'est que derrière, on n'a pas les moyens de mieux rémunérer les fonctionnaires. Oui. Donc moi, quand je dis ça, c'est pas contre les fonctionnaires, j'ai justement envie d'être à leur côté en disant, pour qu'on ait les moyens d'augmenter par exemple le salaire des fonctionnaires, il faut justement sortir de cette manie française qui est de toujours vouloir recruter plus, mettre plus d'argent, sans se rendre compte que il faut améliorer l'organisation. Bien. Je vais prendre 2-3 points précis qui concernent directement les PME. La facturation électronique. Parce que ça c'est nouveau, à partir du 1er septembre 2026, et puis obligatoire en 2027. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi la facturation électronique ? Obligatoire pour toutes les PME, les artisans, les commerçants, tous ceux qui collectent la TVA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si j'ai bien compris, que je devrais dématérialiser toutes les factures, à la fois les factures reçues et les factures envoyées. C'est bien cela ? C'est bien ça. Ça va se passer comment ? Aujourd'hui, il y a des plateformes qui ont été créées, des plateformes privées qui ont été créées pour accompagner les entreprises. L'État avait... Ça sera obligatoire ? Oui, ça sera obligatoire. Pour tout le monde, mais c'est un peu comme ça avait été pour les fiches de paye. À une époque, les fiches de paye pouvaient être manuelles, donc quelqu'un pouvait faire une fiche de paye sur Word, et puis il y a eu la DSN, qui est une nouvelle norme de l'État, et qui a rendu obligatoire le fait d'avoir des fiches de paye qui soient déclarées automatiquement à l'État. Donc oui, ça sera obligatoire. L'État s'était engagé à avoir une plateforme gratuite, notamment pour les très petites entreprises. Finalement, il est revenu sur sa promesse. C'est quelque chose que nous, forcément, on n'a pas apprécié. Vous l'imaginez très bien. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez à l'État ? Parce que les plateformes qui vont vous aider pour ces factures vont être payantes. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est encore un coût pour la PME, ou pour l'artisan, ou pour le commerçant. C'est encore un coût pour l'entrepreneur. Moi, le message que je passe, c'est on n'est pas contre ces évolutions-là. On se rend compte qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est quand même d'avoir... Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit pour la fiche de paye, demain la facturation électronique. C'est le sens de l'histoire, et on le comprend. Maintenant, il faut accompagner ces très petites entreprises. Ces entreprises qui n'ont pas forcément les moyens. Bien sûr. Et donc, ce que nous, on demande à l'État, c'est d'avoir un engagement, qu'on aura des plateformes dont le prix sera maîtrisé, contrôlé. L'engagement initial qu'on avait, c'est d'avoir une plateforme qui était gratuite pour les très petites entreprises. On voit que finalement cet engagement-là n'avait pas été tenu. Au moins qu'on soit sûr qu'on ne va pas avoir pour les TPE et PME des plateformes qui coûteront très cher et qui du coup rendront compliqué pour elles. Que doit vous dire l'État ? Engagement, ça veut dire limiter les coûts, je sais pas moi. Ça pourrait être par exemple de réunir tous les
tous les prestataires qui ont l'agrément pour ça et de leur demander un engagement, notamment pour les très petites entreprises, un engagement de limitation du coût. Un engagement tarifaire. Exactement. Bien. Autre sujet qui a fait beaucoup parler, les auto-entrepreneurs notamment, l'histoire de la TVA. La collecte de la TVA au-dessus de 25 000 euros de chiffre d'affaires au lieu de 37 500 €. Bon, c'est suspendu. Vous demandez quoi ? Parce que d'un autre côté, les artisans disent « Mais attendez, les auto-entrepreneurs nous font une concurrence déloyale. » Que dites-vous ? J'entends ce point-là et qui est vrai. Aujourd'hui, on a parfois une concurrence déloyale entre des artisans qui, eux, doivent facturer la TVA, donc le prix est plus cher pour le client final, et des auto-entrepreneurs qui ne doivent pas facturer la TVA. Et donc, cette distorsion de concurrence, on peut l'entendre. Et en même temps, moi j'entends beaucoup d'auto-entrepreneurs qui me disent bah nous, cette mesure, elle arrive comme ça, on la découvre, et on était parfois à 30 000, 32 000, et d'un coup, on va devoir rajouter 20% sur la facturation. Alors, c'est suspendu. C'est suspendu. Nous, ce qu'on demande, c'est quoi ? Il faut prendre le temps, ce mois de février, pour trouver une voie de passage, une voie de sortie. Elle pourrait être, par exemple, de dire qu'il y a des métiers, peut-être, des métiers où cette distorsion de concurrence, notamment les artisans, donc dans le bâtiment, où cette distorsion de concurrence nécessite de revoir les règles. Parce que, par exemple, dans le bâtiment, c'est pas 37 000, mais c'est 80 000 euros, la franchise de TVA. Donc, il faut, dans certains métiers, peut-être revenir sur des seuils beaucoup plus bas pour, en effet, qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence. Ça, on l'entend. Est-ce que le budget est un budget anti-entreprise ? C'est ce que dit le MEDEF. Le MEDEF, vous avez vu les déclarations du président du MEDEF. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est un budget qui est imparfait, c'est un budget qui n'est pas pro-entreprise, c'est sûr. C'est un budget qui rajoute de la fiscalité, et surtout c'est un budget qui n'est pas dans une logique de baisse de la dépense publique, mais qui est dans une logique de hausse de la fiscalité. On en a parlé, bon, il y a bien évidemment la surtaxe de l'IS qui touche principalement les grandes entreprises, mais il y a la hausse du coût du travail pour les PME, versement mobilité, il y a énormément de choses. Maintenant, je pense qu'il faut réussir à passer sur le budget 2026. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui ? Alors que vous allez me dire, on est en février, attendez, le budget 2025 vient de se terminer. Que demandez-vous pour le budget 2026 ? Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, et je suis conscient qu'il va falloir beaucoup de courage. Mais c'est-à-dire beaucoup de courage. Parce qu'il va falloir... ça veut dire quoi ? Parce que c'est bien beau le courage, mais... je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a 24 milliards de déficit sur la santé. 2025. Le budget prévoit 24 milliards de déficit sur la santé. 40% d'augmentation par rapport à 2023. Le coût des arrêts maladie, c'est 9 milliards d'euros. Alors, je dis pas qu'il faut revenir sur les arrêts maladie, bien évidemment, mais il y a sûrement des abus sur les arrêts maladie. Eh bien, qu'est-ce que vous demandez alors sur les arrêts maladie ? On a toujours demandé à ce qu'il y ait 3 jours de carence d'ordre public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on puisse, dans le privé et dans le public, avoir 3 jours de carence obligatoires pour tout le monde. Donc ça, 3 jours de carence dans le budget 2026. Puisque 2025, c'est fini. Bien évidemment, c'est une proposition qu'on fait. Également qu'il y ait plus de contrôle. Aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise. Moi, je vois très bien qu'à chaque fois qu'on a des arrêts maladie qui sont suspicieux, je dis pas que c'est toujours, mais quand on a des arrêts maladie qui sont suspicieux, jamais il y a de contrôle. Et je vais vous dire, c'est un sujet d'équité, en fait. Parce que, qu'est-ce que nous disent nos salariés qui, eux, ne profitent pas de ces arrêts maladie qui peuvent être suspicieux ? Et ben nous, ils nous disent, on comprend pas pourquoi nous, à chaque fois, on doit pallier ça. Alors, il y a une autre proposition que vous faites dans le cadre de la discussion sur la réforme des retraites. Parce que là, vous allez être partie prenante. Exactement. Puisque vous allez vous retrouver autour de la table avec les syndicats de salariés, et les syndicats patronaux, les syndicats de salariés et l'État, pour trouver une solution dans cette réforme des retraites. Alors vous dites, il faut supprimer 3 jours fériés par an. Eh bien oui, pour créer un compte capitalisation. C'est-à-dire que chaque salarié, donc travaillerait 3 jours, gratuitement en quelque sorte, mais serait payé, mais serait obligé de mettre cet argent sur un compte capitalisation. C'est cela ? Alors, il ne travaillerait pas gratuitement, puisqu'il mettrait l'argent pour lui sur un compte. C'est comme aujourd'hui des personnes qui ont des plans, épargne, tout ce qui existe, et qui mettent de l'argent de côté. Moi, pour répondre à votre question... Donc on supprime 3 jours fériés. Oui, c'est une proposition qu'on fait. Le salarié travaille pendant ces 3 jours, et l'argent qu'il touche, il serait obligé de le verser, de cotiser sur un compte capitalisation privé. Exactement.
pour vous expliquer cette idée. Et déjà pour vous dire que moi je crois profondément au dialogue social. Et on a aujourd'hui une chance. Oui. C'est que l'État nous donne la possibilité de répondre à un problème majeur de notre société qui est le financement des retraites. Le point de départ que nous on dit à la CPME, c'est que si c'est juste pour aller parler de l'âge ou du nombre de trimestres, on va pas y arriver. Parce qu'on a une réalité démographique aujourd'hui. La baisse de la natalité, l'espérance de vie qui augmente, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités qui diminue. Donc cette réalité, elle nous impose de trouver des vraies solutions. Et donc nous, on croit au dialogue social et on croit qu'entre partenaires sociaux, on peut peut-être réussir ce que les politiques n'ont pas réussi. Et donc c'est quoi? C'est de dire, sortons du débat sur les 64, 63 ans, on n'y arrivera pas. On va gagner 3 ans. Moi, je souhaite qu'on gagne 50 ans et qu'on parle des 50 prochaines années. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le système de retraite par répartition, qui est le système actuel, doit bien évidemment continuer. Mais qu'il faut y ajouter une brique qui soit une épargne populaire. Allez, je vais prononcer ce gros mot qui est la capitalisation. C'est un mot qui fait peur, mais qu'est-ce que veut dire ce mot-là? Il veut juste dire que chaque salarié va mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Et comment on fait pour faire ça? Nous, on propose par exemple de mettre 3 jours fériés qui soient travaillés par les collaborateurs, mais que ces 3 jours fériés, l'argent de ces 3 jours fériés ne soit pas versé sur leur fiche de paye, mais sur un compte qui leur appartient à eux. C'est une des propositions qu'on fait, mais on est ouvert à d'autres propositions. Mais l'idée est de réfléchir à notre système de retraite de demain et de pas toujours être en train de jouer sur des curseurs parce que ça marchera plus aujourd'hui. On peut plus jouer avec notre système actuel, on peut plus jouer juste avec l'âge pour les 50 prochaines années. Bon, ça c'est vraiment très intéressant. Nous allons voir comment ça sera reçu par vos partenaires sociaux et même par le gouvernement. À propos des demandes des PME, il y en a beaucoup. Les freins, comment lever les freins à l'embauche? Alors, comment lever les freins à l'embauche? Aujourd'hui, la vraie crainte pour un entrepreneur, lorsqu'il recrute ses premiers salariés, c'est toujours de se demander, la complexité du code du travail aujourd'hui, fait qu'on a toujours un peu cette crainte. Donc il faut réduire le code du travail. Oui, il faut réduire le code du travail, mais vous savez, moi je pense que il faut pas avoir 8000 pages pour définir la relation contractuelle entre un salarié et une entreprise. Et pareil, mes propos ont été caricaturés, mais est-ce que si on met 16 000 pages, le salarié est 2 fois plus protégé? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut simplifier. Simplifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'un chef d'entreprise et un salarié puissent définir ensemble, contractuellement, l'organisation de leur temps de travail, les modalités qui peuvent définir la fin de leur relation contractuelle. Et ça pourrait rassurer les chefs d'entreprise et ça pourrait permettre d'augmenter les recrutements. Parce qu'un chef d'entreprise, lorsqu'il a peur de recruter, tout simplement, il recrute moins. Mais si on peut le rassurer, il pourra recruter plus. On a d'autres propositions. Alors, je sais qu'elles ne font pas l'unanimité, mais c'est d'augmenter les seuils. Par exemple, le seuil de 10, de 20, de 50 salariés, de les décaler. Parce que à chaque fois qu'on passe ces seuils-là, les chefs d'entreprise ont énormément d'obligations supplémentaires. Et parfois, lorsqu'on a 49 salariés, on n'a pas envie de passer à 50 salariés. Parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup d'obligations supplémentaires. Là, j'ai compris. Et le chômage, l'indemnisation du chômage. Là aussi, je regardais en Espagne, qui est un pays qui marche très bien économiquement en ce moment. 6 mois maximum en Espagne si vous n'avez pas d'enfant. Est-ce qu'il faut réduire la durée d'indemnisation en France? Encore la réduire? À quoi répond le chômage aujourd'hui? Il répond au fait de protéger une personne lorsqu'il va y avoir, à un moment donné, dans un moment de sa vie, une problématique parce qu'il perd son emploi. Maintenant, aujourd'hui, on a parfois des bassins d'emploi où on n'a pas besoin de 18 mois pour retrouver un travail. On a parfois des formations qui font qu'on n'a pas besoin de 18 mois pour trouver un emploi. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un cadre aujourd'hui, diplômé, qui habite à Paris, est-ce qu'il a besoin de 18 mois pour trouver un emploi? Moi, je pense pas. Par contre, est-ce qu'une personne qui n'est pas diplômée et qui est en province, dans une zone qui est sinistrée en termes économiques, elle a peut-être besoin de plus de 18 mois pour trouver un emploi? Alors, comment faire? Je pense qu'il faut adapter les règles du chômage pour qu'elles soient beaucoup plus liées à la capacité de la personne à retrouver un emploi. Parce que, en fait, l'assurance... C'est-à-dire, comment on pourrait faire? C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. En fonction des métiers, en fonction du lieu géographique dans lequel on se trouve, en fonction de... Donc la durée d'indemnisation serait fluctuante. Ça peut être, en effet. Aujourd'hui, on a rajouté une durée d'indemnisation qui est fluctuante pour tout le monde en fonction du taux de chômage. Oui. Avant, c'était 2 ans. Maintenant, en fonction du taux de chômage, on passe à 18 mois. Oui. Voilà, on peut remonter à 2 ans si le taux de chômage augmente. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Encore une fois, la question de l'assurance chômage, c'est de protéger les gens. Et donc, je prenais cet exemple-là, qui est de dire, est-ce qu'on doit protéger pendant 18 mois un cadre sup à Paris
alors qu'on sait qu'aujourd'hui on peut facilement retrouver un emploi dans ces métiers-là, bah, la question se pose. La question est posée. Un ouvrier, encore une fois, dans une zone sinistrée industriellement, bah, je pense que là, il faut le protéger peut-être encore plus. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Il faut la développer dans les PME, TPE, absolument. Absolument, mais c'est une opportunité gigantesque. Parce que beaucoup disent attention, danger, l'intelligence artificielle. Ça vous fait peur ? Vous craignez, je ne sais pas moi. Mais moi, je crains... soumission à la technique, aux nouvelles, je sais pas. Alors, deux choses. Moi, ce que je crains, c'est qu'on soit dépassé par les entreprises qui vont l'utiliser. Et que nous, à force de vouloir ne pas l'utiliser, on soit plutôt décalé par rapport à l'évolution du monde. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que on est un des pays européens qui a des champions, qui a peut-être des champions du monde demain de l'intelligence artificielle. On a parlé du Mistral, par exemple, Mistral AI, qui a été mis en avant pendant ce sommet. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait des champions européens. Et ce que je souhaite aussi, c'est que nos PME utilisent tous ces outils de l'IA. Aujourd'hui, on a un dirigeant sur deux dans les PME qui l'utilise, mais souvent, c'est utilisé une fois ou deux, et après, parfois, on l'utilise plus. Et ben, notre rôle à nous, ces PME, c'est d'accompagner, de sensibiliser les dirigeants, et aussi de favoriser l'émergence d'une offre européenne. Parce que je crois qu'on doit avoir une offre européenne. C'est important de ne pas dépendre des acteurs américains. Donc, vous allez accompagner les PME. Exactement, on va sensibiliser les dirigeants, accompagner les PME. Vous les sensibiliser, vous allez les aider concrètement ou... Exactement. Par exemple, en leur montrant les cas d'usage. À travers les cas d'usage, c'est de prendre des exemples d'autres entrepreneurs qui ont intégré de l'IA dans leur process, des PME, et donc de sensibiliser les dirigeants à cette utilisation. Alors, dernière chose, il est temps de terminer, 66 000 faillites en 2024 de TPE, PME. 66 000. Combien en 2025 ? Ça va dépendre du contexte politique aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui inquiète les entrepreneurs ? C'est d'avoir le sentiment qu'on va à chaque fois de nouveau avoir un nouvel impôt, une nouvelle taxe, qu'on ne sait pas vers où on peut se projeter. Et en plus, on a un contexte international qui est inquiétant. On a les États-Unis aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune règle demain ne sera respectée par les États-Unis. Et donc, on a besoin d'une Europe forte. Donc, pour répondre à votre question, on a besoin d'avoir une Europe forte si on veut répondre à ce défi économique qui va être de redresser notre économie en 2025. On a besoin d'avoir des politiques qui font confiance aux entreprises et donc de retrouver une politique de l'offre, et on a besoin d'avoir des signaux forts par rapport au budget 2026 sur le fait qu'on va avoir une politique de l'offre. Pour l'instant, aujourd'hui, ces signaux, j'ai l'impression de les entendre de la part du gouvernement. J'espère qu'ils seront confirmés dans les prochains mois.